Oui, bonjour. Donc, je voulais quand même préciser tout au début qu'on m'a prévenu pratiquement assez tardivement pour mon intervention. Donc, j'ai pas pu élaborer quelque chose qui pourrait peut-être vous intéresser, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je me présente d'abord, je m'appelle Claude Chamy, je suis chirurgien viscéral. Chef de service dans un hôpital, l'hôpital de Romorantin, donc en Loire-et-Cher. Je suis syrien, originaire de Damas. J'ai quitté la Syrie au début des années 84, donc à l'époque du père Assad. Et depuis, je n'ai jamais pu y mettre les pieds. Donc lorsque la rébellion a commencé ou a vu le jour en Syrie, j'avais qu'une envie, c'est d'y aller sur le terrain et puis essayer d'apporter au moins mon savoir-faire d'aide médicale et éventuellement aussi financière à cette population en souffrance inouïe. J'ai attendu quand même qu'il y ait quelques zones libérées pour pouvoir y aller, parce que je suis interdit de séjour. Et j'ai essayé en attendant donc, de partir avec une organisation humanitaire ou gouvernementale. Je me suis inscrit à la MSF, Médecins sans frontières, et puis à la réserve nationale sanitaire en France. Ceci n'a pas abouti. Donc j'ai décidé de partir avec mes propres moyens, avec une toute petite équipe de collègues. On était 3, donc je suis parti 2 fois. La première fois, c'était en octobre de l'année dernière, et la deuxième en mars. On est parti à 3, un orthopédiste, médecin orthopédiste, un urgentiste et moi-même, donc chirurgien viscéral, avec très peu de contacts. Donc on est parti de Paris vers la Turquie, via la Turquie, puis de Gaziantep vers Kilis, qui est une ville, c'est la ville frontalière turque, qui est au contact d'une ville syrienne qui s'appelle Azaz. On est rentré et puis j'ai commencé à visiter les centres de soins dans cette ville. Tout d'abord, je suis allé voir l'hôpital public de cette ville, qui est un très bel hôpital, qui était totalement squatté par l'armée, parce que l'armée prenait point dans les villes, soit dans les écoles, soit dans les hôpitaux. L'hôpital, au niveau building ou au niveau construction, c'est un vrai hôpital qui était relativement récent, parce que c'est un hôpital, on m'a dit que le président lui-même, Bachar al-Assad, l'a inauguré en 2005. Alors cet hôpital, toutes les fenêtres sont éventrées, il n'y a plus de vitres, l'eau de la pluie rentre à l'intérieur, tout le matériel médical saccagé. C'était un hôpital hors service. J'ai eu quand même la surprise de trouver quelques postes de dialyse pour les insuffisants rénaux qui étaient encore en fonction ou en marche, et que c'était un infirmier spécialisé qui fait fonctionner ces postes de dialyse, tout en sachant que alors il n'y avait pas d'électricité, donc l'électricité est fournie par les groupes électrogènes qui consomment énormément de gasoil, et vous savez que le gasoil là-bas ça coûte extrêmement cher, il n'y a plus de stations d'essence. De toute façon, tout ce qui est fonction publique est absente dans les villes, là où je suis passé. Alors, l'infirmier m'a raconté que cet hôpital assurait la dialyse de 70 patients en étant normal, et puis actuellement, ils assuraient la dialyse de 17 malades seulement. Les autres, où ils sont morts, où ils sont partis, personne ne sait. Et il n'y avait qu'une séance. Normalement, un insuffisant rénal, il lui faut 2 séances par semaine, au moins.
Il assurait qu'une séance de dialyse par semaine et que le malade lui-même devrait acheter tout ce qui est consommable et les médicaments pour pouvoir avoir accès à la dialyse. Et vous savez qu'avec une population pareille, de toute façon, ils n'avaient pas les moyens. Donc j'ai vu des personnes vraiment dans un état lamentable. Ils sont très malades, mais ils n'ont pas les moyens de payer. Et puis ils venaient, on leur dit, si vous achetez les consommables ou les produits, on peut vous faire une séance de dialyse, et sinon, on n'a pas les moyens. Donc, il y avait 4 ou 5 postes de dialyse qui fonctionnaient encore, mais dans les ruines, donc ils ont bâché les fenêtres, les portes, et puis l'électricité grâce au groupe électrogène. Quand je suis parti, je suis parti avec une petite somme d'argent, 10 000 € à chaque fois dans la poche pour pouvoir aider aussi. Donc on a payé une somme à la hauteur de 5 000 € pour qu'ils puissent acheter encore quelques médicaments et quelques filtres pour aider ces patients. Bon, cet hôpital, ce n'était pas mon domaine de travail, donc je suis parti aussi dans le seul centre, dans cette ville, le centre de soins. C'était un ancien dispensaire qui a été aménagé en hôpital. Ils ont à peu près 7 ou 8 lits, un bloc opératoire très très précaire, avec une petite pièce qui fait à peine 15 mètres carrés. Il y avait un chirurgien syrien, originaire de la région, qui travaillait jour et nuit, donc sans relâche. Donc je lui ai proposé mes services. Bon, il m'a dit, si tu peux juste me remplacer quelques jours pour que je puisse respirer un petit peu. Mais dans cet hôpital, donc dans cette ville, Azaz, c'est un hôpital qui reçoit très peu de blessés, sauf quand il y a des bombardements. Donc c'est de la chirurgie, ce qu'on appelle à froid, de tous les jours, vésicule, appendice, hernie, césarienne. Donc j'ai travaillé quelques jours et puis je voulais aller plus loin, voir les blessés, puis pour une satisfaction au moins personnelle. Donc je l'ai soulagé quelques jours et je suis parti à Alep. Donc de Azaz à Alep, à vol d'oiseau, c'est à peu près 30 km. Mais on ne pouvait pas prendre les axes routiers classiques. On a mis au moins 2h30, 3 heures pour arriver à Alep. Et il faut absolument un guide qui connaît les chemins, parce que si vous vous trompez de chemin, vous êtes fini. Donc on a pris un guide, je suis allé à Alep. Je lui ai demandé de m'amener dans les hôpitaux où je peux être utile. J'ai visité en plein Alep, donc je ne vous parle pas de l'aspect, si vous voulez, de la ville, la destruction. À Alep, 50% des habitations sont détruites. Les routes ou les rues sont pratiquement pas praticables. L'eau, l'électricité, tout ça, l'électricité n'est assurée que par les groupes électrogènes. Ça ne fonctionne que 2 heures par jour. L'eau, c'est surtout à Azaz, c'était 2 heures ou 3 heures par semaine seulement. Donc il m'a amené dans un hôpital qui s'appelle Dar Shifa. Quand je suis rentré, franchement, c'était quelque chose à déprimer, complètement. La moitié de l'hôpital était détruite, les étages, la moitié supérieure. Il y avait un service d'urgence avec des petites salles, plein de sang, plein de poussière. Les gens qui pratiquaient, c'était des gens souvent non qualifiés, ce n'était pas du personnel médical. Il y avait quelques internes. Les patients affluaient tout le temps, les blessés arrivaient tout le temps, et il n'y avait pas de bloc opératoire dans cet hôpital. Le bloc opératoire, ça veut dire que la salle d'opération était de l'autre côté de la rue. Donc s'il y a un blessé qui nécessite une intervention, il faut le transférer, traverser la rue pour aller l'opérer là-bas. Donc je suis allé voir la salle opératoire. C'est encore une salle beaucoup plus petite, très limitée, sombre, avec une lampe à la main.
je lui ai dit, bon, je préfère peut-être aller dans un autre hôpital, fais-moi visiter un autre. Donc je suis allé à un deuxième qui était à 3 km de celui-ci. D'ailleurs, Dar el-Shifa, là, le premier que j'ai visité, il a été détruit un mois après mon départ, totalement. Il n'y avait plus rien, et puis il y a eu énormément de victimes, de médecins, d'infirmières, de patients. L'hôpital a été rasé, car les hôpitaux sont extrêmement visés et convoités par le régime. L'autre hôpital, donc à 3 km à peu près, bon, je trouvais que c'était une ancienne clinique qui a quand même la structure d'un vrai hôpital. Il y avait une salle opératoire qui marchait, il y avait un service d'urgence correct, enfin, tout est relatif. Donc c'est là où j'ai mis mes valises. Alors, à peine arrivé, donc au bout d'une heure, on prenait le thé, et puis premier bombardement, on a été bombardé 3 fois dans un périmètre de 200 mètres maximum, donc l'hôpital était très visé. D'ailleurs, le dernier étage de l'hôpital était détruit également. Donc les vitres sont tombées, il y a eu quand même quelques personnes qui se sont blessées, l'immeuble tremblait à chaque fois qu'il y a les bombardements, et puis à chaque bombardement, 5 ou 10 minutes après, les blessés affluaient et arrivaient aux urgences. Et c'est là vraiment le spectacle d'horreur, parce que vous avez tout le monde arrive en même temps, avec l'affolement, et puis c'est des lésions extrêmement graves qu'aucun hôpital, même si en France, sera totalement dépassé quand on reçoit tant de patients et tant de lésions graves. Nous, dans l'hôpital où je travaille, dès qu'on a peut-être 2 blessés graves, on est débordé. Alors que là, c'est par dizaines, de toutes sortes, d'enfants, de vieillards, de femmes, de tout ce que vous voulez, de civils, de militaires. Et puis, il y a des morts. Les premiers blessés, c'était ma première constatation. Il y avait... donc, ils sont arrivés. Il y avait 2 enfants, l'un qui était en train de mourir, l'autre, enfin, il était déjà mort. Son père, donc, il l'embrassait, machin. Les morts, là-bas, sont rapidement enveloppés dans un drap blanc et puis évacués, soit confiés à la famille, et soit s'il n'y a pas de famille, ce qui arrive, parce que quand il y a un bombardement dans la rue, et puis quelqu'un tombe mort, donc il l'amène à l'hôpital, il n'a personne. Donc celui qui n'a pas de famille, il l'enveloppe dans un drap, il le met à l'extérieur, au bout de la rue, devant l'hôpital. Les gens passent le lendemain ou le surlendemain pour identifier donc, les défunts, et puis pour les récupérer. Alors donc on était vraiment débordés, et puis moi j'avoue que j'avais extrêmement peur, parce que on sentait que l'hôpital était visé. Et moi j'avais la double peur, c'est que d'être blessé ou mort, ça c'est une, mais d'être capturé, ça c'est la pire des choses. Alors, tout en connaissant la cruauté du régime, pour moi, la chose la plus affreuse, c'était d'être capturé, la chose qui pourrait arriver. Parce qu'à Alep, il y a des quartiers entre les mains de l'armée du régime, et puis il y a des quartiers qui sont libérés avec les rebelles. Et que ça peut changer de temps en temps. D'ailleurs, on m'a raconté l'histoire d'un blessé qui était dans cet hôpital. Quand on a annoncé l'arrivée de l'armée du régime, et toute l'équipe médicale ont fui l'hôpital. Ils ont laissé un téléphone devant ce blessé, celui qui nous racontait ça, qui était guéri. Il avait encore la sonde gastrique, le drain thoracique, la perfusion, et tout le monde est parti. Alors lui, il s'est dit, je vais mourir, je vais tenter le tout pour le tout. Il est descendu dans la rue avec sa perfusion, ses drains, tout ça, et puis il a trouvé un taxi. Il s'est mis dans un taxi, et puis il est parti dans un autre endroit où il a été soigné. Alors ça c'était donc la première fois. La deuxième fois, je suis parti en mars, donc à chaque fois je partais 2 semaines.
La deuxième fois, j'ai fait pratiquement le même itinéraire. Donc, je suis parti vers la Turquie par Azaz. Quand je suis passé par Azaz, Azaz, c'est une ville de 70 000 habitants. C'était une ville extrêmement prospère parce que c'est à proximité de la Turquie. Donc, il y avait un échange économique très intéressant. Donc, vraiment, c'était une ville très, très prospère. Alors, sur 70 000 habitants, il ne restait que 7 000. Et puis, comme je vous ai dit, il n'y a plus rien. Pas d'électricité, pas d'eau, pas de services publics, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Je suis allé voir l'hôpital public, là où il y avait les centres, les postes de dialyse. L'hôpital était rasé. Il a été bombardé parce que dans cette ville, Azaz, il y avait un aéroport militaire qui est à 3 km seulement de cette ville, qui est toujours, et jusqu'à ce jour-là, entre les mains du régime, et qui bombarde de temps en temps la ville, comme ça, de façon anarchique ou ciblée, on ne sait pas. Donc il y a toujours de la terreur, les gens peuvent plus rester, et puis comme la Turquie c'est à proximité, donc tout le monde fuit vers la Turquie. L'autre hôpital là où j'ai travaillé au début, donc ça fonctionnait tant bien que mal. Et que c'est vrai, je voudrais quand même préciser une chose. Ce qui est frappant, l'aide en Syrie vient dans 90% des Syriens à l'étranger ou de l'intérieur. C'est extrêmement impressionnant parce que j'ai visité la deuxième fois ce qu'on appelle comme des maisons de convalescence pour les blessés qui sont actuellement en Turquie. Donc il y a des maisons de convalescence qui sont tenues par des associations de Syriens qui sont à l'étranger. Tous les frais sont assurés par les Syriens. Donc voilà, je suis passé par Azaz. Cette fois-ci, je suis parti tout de suite à Alep, même trajet. Alors là, cette fois-ci, je suis allé dans un autre hôpital qui ne fonctionnait que depuis 3 semaines. Alors que je vais c'était toujours pareil, mais je voulais peut-être vous raconter une anecdote. C'est que le premier patient que j'ai eu, c'était quelqu'un qui a reçu une balle en basie thoracique droit. La balle a traversé le corps et est sortie par le flanc gauche. Donc ce malade-là, il saignait énormément. Ils m'ont appelé, donc je suis arrivé le voir. Il était en train de saigner. Bon, je me suis dit, de toute façon, je vais l'opérer, mais de toute façon, c'est perdu. Et puis même si ce patient survit à l'hémorragie, parce qu'il n'y a pas de banque de sang, il va mourir d'infection, vu les conditions de stérilisation et tout ça. Bon, je l'ai opéré, l'intervention a duré au moins 3h30, 4 heures, et puis j'étais étonné de la rapidité. Il n'y a pas d'anesthésiste, je précise, c'est que des infirmiers anesthésistes qui sont rodés quand même à faire de l'anesthésie. Et le sang est prélevé sur des volontaires, on détermine le groupe, on prélève le sang, on le passe tout de suite au patient. Donc quand je voyais que sur le plan hémorragie, c'était correct, donc j'ai continué à travailler, j'ai tout réparé. Et puis le lendemain, j'avais vraiment peur d'aller voir ce patient-là parce que je me suis dit, il va faire toutes les complications possibles, il va forcément mourir. Voilà. Donc, alors, chose surprenante, et puis pour conclure, donc au deuxième jour post-opératoire, ce patient a repris son transit, ce qui est une chose invraisemblable. Pour moi, chirurgien digestif, il met au moins 7 ou 8 jours pour reprendre son transit. Au 4e jour, il se baladait dehors avec sa perfusion et ses draps. Ce patient a survécu, ça m'a donné beaucoup de courage. J'ai continué donc à travailler pendant 2 semaines dans les bombardements parce qu'on était bombardés dans un périmètre tous les blessés qui venaient de toute façon d'un périmètre de 2 km, 3 km maximum. Alors, au bout de 2 semaines, donc voilà, j'ai quitté et j'avais le sentiment vraiment de trahison parce que je les laisse à leur sort.
Mais ils étaient quand même très reconnaissants. Et ça m'a donné donc satisfaction. Et je suis donc prêt à revenir. Je pars bientôt avec Médecins sans frontières, cette fois-ci, pour 3 semaines, en fin juillet. Voilà ce que je peux vous raconter. Et merci.